Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons pour une nouvelle analyse rhétorique puisque vous m'avez dit tu dois absolument regarder la réponse de Juliette à Moundir. Comme la dernière fois, je ne sais pas de qui il s'agit et je vais réagir à ce que j'ai sous les yeux. Deux petites précisions avant de commencer cette vidéo. La première, c'est que vous avez été beaucoup à me faire remonter dans les commentaires que le texte de Moundir n'était pas de Moundir, que c'était quelque chose qu'il avait plagié. Il avait donc repris un texte qui avait été publié dans le contexte de l'affaire Paty, donc en 2020. Ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que pour le coup, là, c'est un peu la honte, parce que, à la limite, vous arrivez sur un plateau télé, vous faites quelque chose d'audacieux et vous vous plantez, parce que, comme je vous le disais dans la vidéo d'analyse, c'est un peu risqué de venir avec un discours du genre épidictique dans un contexte polémique. Mais au moins, si c'est votre texte, vos mots, vos convictions, vous pourrez toujours vous dire, d'un côté, il y a les commentateurs, de l'autre côté, il y a les orateurs. Moi, je suis dans le camp des orateurs, et vous auriez raison de vous rassurer comme ça, parce que, encore une fois, arriver sur un plateau télé avec un discours construit, il faut avoir un cran que la plupart des gens n'ont pas. Si ce n'est pas son texte, ça va être beaucoup plus dur de se raccrocher aux branches. Je ne sais pas si la journaliste qui va répondre à Moundir est au courant de ça, mais ça flingue un peu toute la séquence médiatique, vous voyez, parce que si les gens répondent à Moundir alors que c'est pas son texte, etc., ça va causer quelques problèmes. Par contre, ça ne change rien au fond de l'analyse que je vous ai proposée, à savoir sur la nature de ce texte, parce que c'est ça qui nous intéresse, et sur les intentions de l'orateur, à savoir un texte épidictique dont la fonction est de souder sa communauté. Vous avez plein d'autres ressources sur cette chaîne si vous voulez approfondir cette question. Deuxième chose, avant de me lancer dans l'analyse, je voudrais vous rappeler les questions que vous devez avoir à l'esprit pour produire une analyse rhétorique, parce que c'est pour ça que nous sommes ici. La première question que vous devez vous poser, c'est quelle est l'intention de l'orateur. Cela veut dire que dans toute bonne prise de parole, vous devez avoir un objectif, sinon c'est du blabla. Vous pouvez vouloir rassurer, persuader, construire votre crédibilité, vendre quelque chose, porter un projet. En tout cas, vous devez être clair sur votre objectif rhétorique. Donc la première question que vous devez vous poser si vous voulez produire une analyse rhétorique, c'est qu'est-ce que l'orateur essaie de faire ? Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous vous êtes posé cette question, vous pouvez vous demander est-ce que les outils choisis par l'orateur lui permettent d'atteindre cet objectif ? Ça, c'est une première question que vous pouvez vous poser, et pour répondre à cette question, c'est là que la théorie rhétorique est utile, c'est là que les concepts ethos, pathos, logos, les figures, les preuves, les arguments rentrent en jeu, parce que plus vous avez ce bagage, plus vous pouvez avoir des réflexions du type « tiens, il a tenté comme ça, il avait tel ou tel choix à sa disposition, et c'est comme ça que vous pouvez faire une critique rhétorique. Une critique rhétorique, c'est pas je l'aime ou je l'aime pas. Une critique rhétorique, c'est dans telle situation, il a opté pour tel outil, il aurait peut-être été plus judicieux d'utiliser tel autre outil. Et cette deuxième question, comment l'orateur s'en sort, eh bien c'est là que vous pouvez également produire une analyse sur la performance en tant que telle, et c'est pour ça que dans l'analyse précédente, j'insistais sur le fait qu'il avait parfois le souffle court, il avait parfois du mal à retenir son émotion, et que j'avais insisté sur l'importance de la répétition avant la performance, parce que si au niveau de la performance vous vous étranglez, vous avez l'air au bord de vous effondrer, eh bien le public sera focalisé sur vous et pas sur ce que vous dites. Donc c'est ça la base d'une analyse rhétorique. Qu'est-ce que l'orateur essaie de faire ? Comment il s'en sort, avec quels moyens, et que peut-on dire de la mise en œuvre de ces moyens. Et puis finalement, il y a une troisième question qui est tout aussi fondamentale, et cette question c'est « et moi, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place ?» Et pourquoi cette question est importante ? Parce que vous le savez, ici ce n'est pas une chaîne d'opinion, c'est une chaîne de formation, et l'objectif c'est que vous puissiez vous nourrir de ces analyses pour atteindre vos objectifs, parce que ce sont vos objectifs qui comptent. Ce qui compte, c'est votre capacité à porter plus efficacement vos projets et vos idées. Et c'est ça l'objectif d'une chaîne de rhétorique, c'est que vous puissiez faire des analogies entre les situations qu'on analyse et les situations dans lesquelles vous pouvez vous retrouver pour avoir le choix. Parce que plus vous avez un bagage rhétorique important, et moins vous pouvez vous retrouver acculé dans cette situation où vous ne savez pas quoi dire, où vous ne savez pas quoi faire, parce que vous n'avez pas assez d'expérience et vous n'avez pas assez de compétences. Ceci étant posé, plongeons-nous dans l'analyse. Elle m'a beaucoup choquée. Déjà, j'ai trouvé le ton assez désastreux. C'est-à-dire que quand on demande à une dame qui s'appelle Lévi et qui vient en plus de visionner 45 minutes d'images atroces sur les actes terroristes du Hamas du 7 octobre, si Dachau et la Gestapo, ça lui dit quelque chose, bah, c'est moi vous dire que c'est légèrement sordide. Mais au-delà de ça, du ton général, bah, tout était faux, quoi.
Donc on part sur un discours de blâme. Et elle le fait de la manière qui convient, à savoir qu'elle va utiliser à la fois l'ad hominem et l'ad personam. L'ad personam, c'est les choses du type vous êtes sordide. On va découler du discours de son adversaire le fait que sa personnalité est problématique. Et ad hominem, c'est une attaque sur la compétence, c'est-à-dire vous n'avez pas la compétence de dire ce que vous dites. Et je précise ça parce que souvent je vois des gens qui utilisent ad hominem comme ça pour discréditer le discours d'un adversaire. Tu as utilisé de l'ad hominem. L'ad hominem, ça peut être tout à fait licite, disons comme technique, parce que effectivement, une partie de l'efficacité d'un discours, c'est la crédibilité de l'orateur. Et donc si vous êtes capable de montrer que le discours de quelqu'un est tout à fait approximatif, ce que vous attaquez, c'est aussi sa compétence, c'est pas seulement son logo, c'est aussi son ethos. Dégonfler son melon. Les musulmans n'ont jamais sauvé la France. Les musulmans morts, ça représente 100 000 morts sur les 2 guerres mondiales. Sur les 2 guerres mondiales. Donc ces gens sont venus, ils sont morts pour la France et on les remercie. Mais rien qu'à la Première Guerre mondiale, il y a eu 1 300 000 morts. Elle reconnaît la contribution de la communauté évoquée par son adversaire, mais elle la remet à sa juste place historique. Mais c'est là, ce qu'elle est en train de faire, c'est qu'elle est en train de critiquer sur le plan historique un discours épidictique. Et rhétoriquement, pour moi, c'est pas le point. Ce qu'elle devrait faire, c'est essayer de faire un éloge de la France. La France n'est pas aussi petite que vous l'avez dit, les gens n'ont pas été aussi collaborateurs que ce que vous avez dit. Les Français se sont également en grande partie sauvés par eux-mêmes, donc essayer de redorer le blason national. Parce que si elle en reste à ce stade-là, tout ce qu'elle aura fait, c'est de faire une séquence de clash où elle s'attaque à un adversaire. Les musulmans n'ont pas sauvé la France, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, les musulmans ont sauvé la France pendant que les Français étaient chez eux tapis à collaborer. Mais vous vous prenez pour qui ? Mais vous crachez mais sur les Français, sur toute leur mémoire. La collaboration, les historiens l'estiment entre 2 à 5% en France. Jean Moulin, il n'est pas né à Rabat, d'accord ? Charles de Gaulle, pareil, c'était un Français. Donc, c'est pas les musulmans qui ont sauvé la France, c'est les Français qui ont sauvé la France. Et les Alliés. Vous pouvez avoir la prétention de parler d'histoire, mais il faut parler de tout à ce niveau-là. À ce compte-là, il faut parler de tout. Très bien la tirade du type oui, mais ce sont les Français qui ont sauvé la France. Là, elle est en train de restaurer un équilibre. Par contre, cette idée que si on veut parler de l'histoire, il faut parler de tout, encore une fois, c'est une mécompréhension de la différence entre ce qu'est un discours de mémoire et ce qu'est un discours d'histoire. Et une nation a besoin des deux. Une nation a autant besoin d'historiens qui sont en train d'établir la matérialité des faits, mais une nation et une communauté a également besoin de romans nationaux. On a besoin de temps en temps de se dire, voilà quelle est la spécificité de notre communauté, voilà les grandes choses dont nous pouvons être fiers, et donc de temps en temps, il faut qu'on se focalise sur ce récit national. Et c'est ça la fonction des récits épidictiques. On a besoin de se dire qu'on a eu des grands hommes, on a besoin de se dire qu'on a eu de grandes réalisations, et si vous êtes en train de faire l'éloge d'une grande figure nationale, vous n'avez pas envie qu'un historien arrive avec ses sources en vous disant oui, une fois il a pas payé au resto, une fois il a trompé sa femme. Et le clash qu'on voit ici, c'est ça. Vous avez une confrontation directe entre un discours de mémoire et un discours d'histoire. Et d'ailleurs, quand Juliette dit « les Français se sont sauvés tout seuls », c'est pareil, ça nous fait plaisir d'entendre ça. Pas envie que quelqu'un la reprenne en disant « oui, mais en fait, c'est les Américains qui les ont sauvés et le nombre de Français qui ont vraiment participé à la... » Non, vous avez besoin pour votre roman national de vous dire « en tant que nation, on peut être fier de la résistance ». Mais le problème, c'est que dans cette affaire, vu que Moundir ne sait pas ce qu'il a lu, il ne peut pas répondre à ça. Parce que la réponse à ça, qu'est-ce que ce serait de rattaquer en disant non mais attendez, moi si j'ai fait ce discours c'est parce qu'on était dans une séquence médiatique particulièrement désagréable pour les musulmans qui se sentent je sais pas quoi, et lui dire j'ai donc senti que c'était important de rappeler cet aspect de l'histoire car je pense que beaucoup de musulmans qui souffrent aujourd'hui ont besoin de l'entendre. Encore une fois, je vous dis pas que c'est bien ou c'est mal de dire ça, je vous dis que s'il avait vraiment conscience de ce qu'il avait fait avec son discours, il essaierait d'occuper cette position là maintenant, à savoir j'ai essayé de redonner de la fierté à une communauté attaquée, et là il aurait eu des leviers rhétoriques pour se défendre, parce que là il se prend une leçon de petit enfant et c'est assez désagréable à regarder. Vous n'avez jamais parlé des divisions de SS entières composées de musulmans.
dans les Balkans. Vous n'avez pas parlé du Moufti de Jérusalem qui avait des relations très étroites avec Hitler et qui a empêché des milliers de juifs des pays de l'Est de s'exiler, enfin de fuir en Palestine. C'est très bien son discours parce qu'on sent que ça lui tient à cœur, mais là on ne sait pas vraiment là où elle veut en venir. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de ce blâme de son adversaire? Et c'est pour ça que je vous conseille de toujours vous demander quel est mon objectif avec ce discours. Si son objectif c'est de faire avancer un agenda patriote, ça suffit pas. Il faut rajouter quelque chose du type « je prends la parole parce que je trouve que trop de Français acceptent une écriture de l'histoire qui les diminue ». Et là, on embraye vers quelque chose qui relève d'un discours épidictique et c'est évidemment tout le paradoxe de ce genre de séquence. Voilà, et encore une fois, Elisabeth Lévy, que vous avez agressée sans raison, n'avait jamais dit que tous les musulmans étaient antisémites. Elle a dit qu'il y avait un problème de surreprésentation en ce moment dans l'islam avec l'antisémitisme. Et c'est tout. Voilà. Moundir, qu'est-ce que c'est? Bon, je trouve ça toujours très intéressant d'être jugé par l'extrême droite. Ouais, donc ça c'est un peu naze. Non, c'est nul ce qu'il dit. Lui, ce sur quoi il devrait insister, c'est encore une fois, j'ai fait ça parce que j'avais de bonnes intentions. Je sentais que ma communauté était attaquée et j'ai envie de leur redonner matière à fierté dans ce roman national. Si vous avez que ça à répondre. Ouais. Je finis. Mais tous les deux, je vous prends, il n'y a aucun problème. Très mauvaise stratégie. Donc essayez de redorer son blason sans rien mettre sur la table derrière. Visiblement, on n'est pas d'accord là-dessus. En temps normal, je me mélange jamais avec l'extrême droite. Ouais, c'est nul. D'accord. Il a rien à dire derrière. Donc, pour faire la synthèse de cette analyse, si l'objectif de l'oratrice c'est « je veux détruire mon adversaire », eh bien, le contrat est rempli, mais il me semble que c'est un objectif assez restreint. Il faut toujours vous demander pourquoi j'ai envie de prendre la parole. Et donc j'imagine que s'il s'agit d'une journaliste patriote, elle a envie de prendre la parole parce qu'elle a senti que le discours de son adversaire attaquait sa vision de la communauté nationale. Je pense qu'elle aurait dû en revenir à la fin de son intervention à pourquoi j'ai eu envie de prendre la parole, avec une péroraison du type « je refuse que l'histoire soit ainsi écrite sur notre dos ». Les Français ont plein de raisons d'être fiers de leur histoire, la résistance au nazisme est un des motifs de fierté, mais il y en a une multitude d'autres, et je vous invite à vous y intéresser. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez approfondir, si vous voulez plus d'outils rhétoriques, si vous voulez plus de stratégie, plus de théorie, vous pouvez recevoir mes leçons de rhétorique directement dans votre boîte mail, et ça se passe avec le premier lien que vous avez sous cette vidéo. Dites-moi s'il y a d'autres séquences que vous voulez que j'analyse et on se retrouve très vite pour de prochains contenus.